Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Voici les titres de ce journal. Rentrée solennelle 2019-2020 de l'Ordre des avocats. Les travaux ont pris fin vendredi dernier. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence du ministre de la Justice et de la Législation. Des jeunes béninois sensibilisés aux actions d'éducation financière. C'est une initiative de la BCAO qui a eu lieu à l'occasion de la semaine de l'inclusion financière. Et puis l'édition 2019 de la Foire internationale de Parakou a été lancée. Au menu des opportunités offertes aux artisans et aux commerçants venus d'horizons divers. Plus de 70 milliards au titre du budget 2020 au ministère de l'Agriculture et un peu moins pour la santé. Les deux ministres ont présenté à la commission budgétaire du Parlement le budget respectif de leur ministère. Le compte-rendu est signé Guillaume Avieno. Pour ses ambitions de renforcer en 2020 les capacités de production et de productivité du secteur agricole au Bénin, le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche propose un budget de 70,9 milliards de francs CFA en 2020. Un budget en hausse de 19% comparé à celui de 2019 présenté à la commission budgétaire du Parlement. Les priorités changent chaque année, les circonstances aussi changent. Et les conditions particulières dans lesquelles nous votons ce budget aujourd'hui nous amènent à souhaiter être suffisamment renforcés dans les capacités de production, dans l'amélioration de la productivité, dans le renforcement de la résilience par rapport au changement climatique et aussi et surtout le renforcement des capacités de divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes du secteur agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur agricole tire beaucoup vers le haut le produit intérieur brut. De nombreux projets dans les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche devraient aussi être mis sur orbite. En 2020, le ministère de la Santé souhaiterait investir davantage dans la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures sanitaires dans les départements et communes du pays avec une priorité aux zones sanitaires. Il devrait aussi y avoir une amélioration des ressources humaines avec des recrutements annoncés. Ce ministère demande alors 70,319 milliards pour 2020 contre les 63,610 milliards de 2019, soit un budget en hausse de 10%. Alors, avec ce budget, nous allons adresser un certain nombre de chantiers, notamment déjà l'amélioration du cadre de gouvernance du secteur de la santé par la mise en place des nouvelles institutions, des nouvelles agences que nous avons créées. Ensuite, au niveau des ressources humaines, il y a un vaste chantier pour améliorer les ressources humaines aussi bien en quantité qu'en qualité. Au niveau des infrastructures, nous avons un vaste plan de construction et de réhabilitation des infrastructures sanitaires, notamment le démarrage de la construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi, mais également d'autres structures sanitaires, l'hôpital de zone d'Adjara Franco-Acro-Misrete, l'hôpital de zone d'Adjoum-Dango, l'hôpital de zone l'hôpital de Ouida, l'hôpital de référence de Ouida, entre autres. Et comme vous le savez, certaines infrastructures sont déjà un peu vétustes. Alors le gouvernement a élaboré un vaste plan de réhabilitation et ou de construction des infrastructures existantes que nous allons également pouvoir adresser avec ce budget. Les autorités en charge de la santé ambitionnent également d'intensifier la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, mais aussi d'améliorer la santé de la reproduction pour réduire les mortalités maternelles, infantiles et néonatales. On reste à l'Assemblée nationale où plusieurs délégations d'organisations de la société civile ont été reçues en audience en milieu de semaine par le président de l'institution. On fait le point des audiences avec Guillaume Avieno.
Agenda chargé pour le président de l'Assemblée nationale en ce milieu de semaine avec 5 délégations de personnalités diverses reçues. D'abord les ensembles culturels et polyphoniques, la Symphonie du Bénin. Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale afin de lui faire part des difficultés que cet ensemble a commencé par rencontrer depuis quelques années dans ses activités. Donc nous sommes venus voir le président de l'Assemblée pour lui parler de tous ces problèmes et en même temps lui dire aussi que le groupe doit célébrer son 20e anniversaire du lancement de ses activités. À la suite des ensembles culturels et polyphoniques, la Symphonie du Bénin, le consortium Tourisme par million au Bénin. La délégation conduite par le président du dit consortium vient présenter ses civilités au président Louis Gbaonou Vlavonou. Nous avons voulu venir ici parce qu'il y a des choses, des réformes stratégiques qui sont en train d'être faites dans notre pays. Et par rapport à ces réformes, le CTM dont j'ai l'honneur de présider accompagne ces différentes réformes, ces réformes stratégiques dans le domaine du tourisme. Je vous assure que cette réforme qui a été faite est quelque chose qui permet davantage aux hôtels de commencer par vivre. Et on est sûr que si ça continue comme ça va peut-être aider le pays à sortir de l'ornière. Jean-Marie Gandonou, quant à lui, est venu exprimer au président Louis Gbaonou Vlavonou la fierté des conducteurs de taxi-moto de l'Ouémé et du Plateau de le voir à la tête du Parlement béninois. Il a contribué énormément pour l'évolution des acteurs du secteur informel. Je pense que si on va compter l'histoire de soutien du président à notre égard, c'est énorme. Donc nous sommes venus pour le soutenir, pour le féliciter pour sa brillante élection à ce prestigieux poste du président de l'Assemblée nationale de notre pays. L'ancien ministre de Boniyaï et ex-ambassadeur du Bénin près la France, Albert Agossou, est venu présenter les difficultés que rencontre l'association des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires du Bénin en retraite en matière de jouissance de certains droits dus. Nous étions des ambassadeurs, ayant fait plusieurs postes. Et il y a eu des impayés que l'État nous doit depuis plus de 5 ans, sinon davantage, avec les militaires. Les militaires ont pu recouvrer leurs dû. Et nous, malgré tous les efforts que nous avons faits, nous n'avons pas pu obtenir ce qu'on nous doit. Et beaucoup d'entre nous sont en train de passer de l'autre côté. Dernière personnalité à avoir été reçue en audience ce jeudi, David Videwenu du consortium des consultants indépendants. Un consortium qui voudrait mettre son expertise au service de la formation continue des cadres de l'administration publique béninoise. Nous avons discuté avec lui du fait que les agents de l'État ne se préoccupent guère souvent de la formation et que souvent les structures étatiques, les ministères ne mettent pas souvent un point d'honneur sur la formation continue. Donc nous sommes chargés avec ce que nous avons comme expérience de mettre cette expérience-là au service des agents qui sont dans les ministères, qui puissent bénéficier de notre expérience. C'est cette délégation de consultants qui a mis un terme aux audiences du président de l'Assemblée nationale de ce jeudi. Le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Bénin et au Maroc renforce les capacités de certaines femmes. La séance de ce samedi à Cotonou a été consacrée à la recherche de moyens pour financer les campagnes électorales des femmes. Ghislain Poguet, Mathieu Sokeno. Les femmes veulent s'engager massivement en politique. Le projet Engageons-nous leur donne les moyens d'y parvenir. Le projet veut contribuer à créer un environnement culturel et juridique plus favorable, ainsi qu'à constituer des structures inclusives conduisant à une plus grande implication et influence des femmes dans les décisions des partis politiques au Bénin et au Maroc. On a eu pas mal d'activités au Maroc et au Bénin sous forme d'activités de renforcement de capacité, sous forme d'ateliers où nous essayons de sensibiliser les hommes des partis politiques sur l'importance d'avoir des femmes au sein des bureaux de direction, mais aussi au fait dans les positions de leadership. Et ensuite, on a aussi lancé un programme de mentorat au Bénin et au Maroc qui est toujours en cours. Et finalement, en fait, le réseau multiparti
qui au fait, sous forme c'est ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est au fait de créer un réseau au Maroc et au Bénin. Les communications et les échanges ont tourné autour de la mobilisation des ressources pour les campagnes électorales des femmes dans un contexte de réforme politique comme celui du Bénin. Le timing pour en débattre est bien choisi, à 6 mois des prochaines élections communales qui, espérons-le, permettront à davantage de femmes d'être élues en tant que maires ou conseillers communales. La révision de la Constitution ouvre aussi plus de perspectives pour les femmes en leur réservant 24 sièges à l'Assemblée nationale. Bonne chance donc à vous toutes d'occuper à l'avenir un poste à responsabilité en politique. Engageons-nous. Par ces actions, veut contribuer à terme au soutien d'une démocratie représentative et au pluralisme politique à travers le renforcement des partis politiques dans le cadre d'une approche multipartite et non partisane. Pendant ce temps, les travaux relatifs à la rentrée solennelle 2019-2020 de l'Ordre des avocats ont pris fin vendredi dernier. La cérémonie de clôture a eu lieu à Cotonou en présence du ministre de la Justice et de la Législation, Général Fouda Monsi Agboka et René Arossi. Le barreau du Bénin fait le bilan des travaux de la rentrée solennelle 2019-2020. Il portait notamment sur le thème « L'avocat au cœur de la modernisation de la justice ». Parler donc de l'avocat dans la cité au Bénin, c'est aborder l'avocat dans un monde en profonde mutation, mais également l'avocat en profonde mutation au regard de ses exigences déontologiques. Au total, l'intérêt du sujet, c'est se demander quel est l'avocat d'aujourd'hui et que sera-t-il demain. L'heure était également au bilan pour le bâtonnier sortant qui se fera succéder en janvier prochain. L'assurance responsabilité civile professionnelle est faite. Vous l'avez vu. Elle était une obligation, elle est une question d'honnêteté. Après l'institution des vignettes de plaidoirie, il fallait que l'ordre respecte ses engagements. Au 1er janvier 2020, tous les avocats au barreau du Bénin sont et seront couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle collective. De son côté, le bâtonnier élu donne déjà les orientations qu'il entend imprimer à la gestion de l'ordre du barreau. Je m'engage à être le bâtonnier de toutes et tous, dans un esprit de respect, d'écoute, de tolérance, de rassemblement, mais sans jamais m'écarter de nos règles déontologiques. Les assises ont connu la participation du ministre de la Justice et de la Législation. La solennité dont est empreinte la présente cérémonie et le bonheur que nous éprouvons tous d'être ensemble en cet instant élève nos cœurs à la satisfaction de la recherche d'un élan commun qui donne à chacune de nos existences le sens de son utilité pour le genre humain au service de la justice. Cette cérémonie, loin de sacrifier à une tradition, m'apparaît donc être un rituel nécessaire. Autre événement marquant, l'édition de cette année, les innovations numériques. 3 applications ont été développées pour renforcer l'avocat dans sa profession. Il s'agit du barostrat, du baromètre et du e-avocat. Pour une justice sans tabou, 3 ONG se sont alliées pour organiser une séance de vulgarisation au profit des acteurs de la justice. La séance porte sur les résultats d'une étude réalisée en octobre 2019 sur les pratiques socio-juridiques dans les communes de Parakou, d'Agbanizou et d'Adjoun. Les détails avec Ronald Robinson. 3 organisations non gouvernementales pour une justice sans tabou. À travers cette séance organisée à l'intention des agents de justice, des officiers de police judiciaire et des chefs des centres de promotion sociale, elles vulgarisent les résultats et recommandations de l'étude de référence sur les pratiques socio-judiciaires dans les communes de Parakou, Agbanizou et Adjoun. Nous sommes 3 ONG à exécuter le projet. Dans nos interventions au niveau des communes, il y a des plaintes. Les gens ont peur de la justice, les gens ont peur de la prison, les gens ont peur de rencontrer les agents de police judiciaire, les gens ont peur de rencontrer les magistrats. Et tout ça là a amené les ONG à voir qu'il faut agir dans ce sens-là, avec les sensibilisations pour qu'on puisse enlever cette peur-là au niveau de ces communautés-là et que chacun se dise la justice c'est pour tout le monde et non pas pour une classe donnée. Entre autres recommandations, nous pouvons retenir
que des services judiciaires soient dédiés spécialement pour les personnes vulnérables au niveau de chacune des 3 communes où se déroule le projet en cours. L'étude, financée par l'Union européenne pour le compte du projet d'appui à la justice au titre du 10e Fonds européen de développement, est commanditée dans le cadre du projet d'appui à la facilitation de l'accès des personnes vulnérables aux services judiciaires PAFAS. Nul n'a le droit de se rendre justice, dit-on. Et pour permettre à tous de jouir de cette prérogative, il nous faut des institutions fortes, des hommes intègres, compétents et dynamiques. Je nous invite à mettre le poids de nos acquis et expériences au chevet de la faiblesse de nos opinions pour que triomphe la justice. Les acteurs du monde judiciaire présents se montrent sensibles au projet. Même celui qui est outillé, celui qui est nanti, celui qui a plusieurs moyens, n'a pas accès facilement à la justice. Encore plus quelqu'un qui est démuni, qui est handicapé et autres. Donc c'est déjà bon qu'il y ait des structures qui font des études et qui trouvent des solutions pour accompagner ces populations. C'est dans ce cadre que les résultats qui ont été présentés, les recommandations qui ont été faites, nous servirons, nous qui sommes acteurs sur le terrain, et puis l'accompagnement qui sera fait au niveau de ces populations pour qu'elles nous parviennent, qu'elles viennent à nous, pour que leurs droits leur soient reconnus. Contraintes et déterminants socio-culturels, source de la non-fréquentation des services judiciaires, seront examinés en vue de trouver des mesures favorisant aux populations vulnérables la jouissance de ce droit fondamental. Quels sont les impacts des actions d'information et de dématérialisation au sein du ministère du Travail et de la Fonction publique? La question préoccupe les autorités du 10 ministères qui ont organisé à Ouidah un atelier d'évaluation. Jérôme Hongbo, Evariste Zoumaou. Avant 2016, dans l'administration publique béninoise, la réussite à un concours était réservée à une certaine classe de la société. L'état des lieux n'est pas reluisant. Il était quasi impossible de trouver les copies des candidats, quasi impossible de pouvoir produire des statistiques fiables en matière de nombre de candidats ayant postulé, les corps pour lesquels les candidats ont postulé, le nombre de présents, le nombre d'absents et même les résultats étaient émaillés de beaucoup d'erreurs. Mais grâce à un manuel de procédure, voici le tout premier concours organisé par le régime au profit des enseignants contractuels. Nous sommes en décembre 2016. Je me disais que si effectivement le gouvernement qui est en place, et si effectivement le gouvernement respecte les propos du président et de ce qui a été dit, que pourquoi je ne dois pas faire partie de ceux-là. Effectivement, le Seigneur a accompli ses œuvres et aujourd'hui, je suis débordé de joie. Je félicite le gouvernement du président Patrice Talon parce que c'est la première fois que j'ai composé et réellement j'ai eu le résultat en moins de 2 semaines et que j'ai vraiment eu cette chance-là de réussir. J'ai eu difficilement merci sans connaître personne. Tout est vérifié et ils ont respecté le délai prévu pour la proclamation des résultats. C'est ce qui me fait assez de joie. Et je ne sais pas par quel mot, par quelle expression je vais m'exprimer de mes joies. Les réformes ont également touché l'amélioration de la qualité des services aux usagers, notamment la gestion des carrières et autres via le www.travail.gouv.bj. Quelques années plus tard, Adiyatou Matisse et son équipe, avec des partenaires techniques, veulent évaluer le chemin parcouru, les forces et les faiblesses de l'informatisation et la dématérialisation dans l'administration au sein de ce ministère. Plus spécifiquement, cette étude devrait permettre d'analyser la mise en œuvre des actions d'informatisation et de dématérialisation par projet action, notamment les aspects technologiques, architecturaux, matériels, applications, bases de données, réseaux et systèmes, sécurité, disponibilité, appropriation par les acteurs ainsi que la gouvernance. D'analyser l'efficacité des actions mises en œuvre par projet avec un accent sur l'atteinte des objectifs et l'obtention des résultats attendus. De procéder
à l'analyse de la durabilité des actions assorties d'un plan d'action de pérennisation des succès et une stratégie de résorption des échecs, d'identifier les forces et faiblesses liées à la mise en œuvre des projets ainsi que les apprentissages reçus ou leçons apprises. Enfin, d'identifier les actions à capitaliser parmi celles qui sont en cours en vue de la mise en place à moyen terme du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie SIGRHP. La maîtrise et la gestion optimale du personnel de l'État est l'un des défis majeurs d'une administration publique de développement efficace, car l'État doit garantir les conditions du développement de tous les secteurs économiques. C'est fort de cette conviction que le PNUD appuie et accompagne cette initiative du ministère sous le leadership éclairé de Madame le ministre, qui a su insuffler cette dynamique au ministère depuis sa prise de fonction. C'est une fois de plus l'occasion pour nous, Madame le ministre, de féliciter ce leadership en faveur de la recherche constante d'amélioration de la productivité de l'administration béninoise. Aujourd'hui, force est de constater que dans d'autres services publics, certaines malfaçons continuent de plomber les efforts entrepris. La rigueur et un contrôle de suivi conséquent s'imposent. Du 14 au 15 novembre dernier a eu lieu à Dassa une rencontre d'échange entre des acteurs du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et des représentants des structures déconcentrées de l'État. L'objectif est d'apporter des solutions à l'insécurité au Bénin. S'unir et parler d'une seule voix contre l'insécurité et la criminalité dans le pays. Ces échanges entre les acteurs intérieurs du ministère et ceux de l'extérieur, que sont les structures déconcentrées et décentralisées, visent à identifier de façon participative des besoins de réforme du secteur de la sécurité au point de vue institutionnel, stratégique et opérationnel. Aujourd'hui, la police républicaine est une réalité qui est en train de faire ses preuves. Et nous pouvons être fiers d'avoir engagé ces réformes très importantes qu'il faut maintenant faire vivre pleinement. Nous n'avons pas le droit d'ignorer l'environnement international, régional et sous-régional, marqué par une série de mutations profondes caractérisées par des crises perlées d'ordre économique et politique et l'apparition de nouvelles menaces en matière de sécurité, dont principalement le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, le trafic de drogue, le blanchiment des capitaux et la délinquance économique et financière. Ces participants auront à apprécier la place et le rôle des structures déconcentrées et décentralisées dans la gouvernance du secteur de la sécurité au regard des enjeux et menaces sécuritaires actuelles. Qu'est-ce qui fait peut-être que nous avons telle ou telle autre forme de criminalité dans notre pays? C'est de ça il s'agissait. Et quand on a décelé ça, comment la police républicaine, ce qu'elle met en place aujourd'hui pour pouvoir faire face à cela et quel est l'input pour ce qui concerne les élus locaux afin qu'ensemble nous ayons la bonne approche pour pouvoir assurer à nos populations une certaine quiétude et particulièrement en cette période de fin d'année. C'est vrai que certains de mes collègues, vu le calendrier un peu chargé, il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement. Cependant, nous qui sommes ici, nous les représentons valablement. Les résolutions ou recommandations qui seront issues de la présente assise, les présentes assises seront communiquées à nos collègues et ensemble, nous allons pouvoir relever les défis. 6 communications sur des thèmes portant sur l'État et la gouvernance de la sécurité intérieure sont prévues au cours de ces 2 jours d'échange. L'atelier est organisé par le ministère de l'Intérieur à travers sa cellule de pilotage des réformes du secteur de la sécurité. Nous avons parlé depuis un certain temps de la police de proximité. Et puis nous sommes aujourd'hui en train de parler beaucoup plus d'une police communautaire. Cela signifie que la population va sentir désormais que les questions de sécurité sont des questions partagées par tous. Au finish, nous aurons un pays mieux sécurisé. Un pays mieux sécurisé offre la chance à ses citoyens de pouvoir librement entreprendre sans craindre de se voir dévaliser des fruits de leurs efforts. Selon ces autorités de police, la transformation des institutions en charge de la sécurité doit s'opérer de l'intérieur et passe par l'évaluation de l'architecture de la sécurité.
Parlons maintenant de la semaine de l'inclusion financière qui a quitté les locaux de la BCEAO pour atteindre un public plus large. À Wologede, les jeunes ont été sensibilisés aux actions d'éducation financière. Françoise Issou et Nicanor Kovi ont assisté aux échanges. Des clés à fournir pour développer de bons comportements face aux finances. C'est l'objectif de cette séance qui s'adresse à un public de personnes à faible éducation financière. Le cas de nombre de ces jeunes étudiants venus nombreux assister au panel de discussion. La présente session de sensibilisation vise à porter à votre connaissance des informations nécessaires en vue d'améliorer votre connaissance des produits, des concepts, mais également vous informer sur les risques financiers afin de vous aider à faire des choix raisonnés et en toute connaissance de cause. Femmes et personnes du troisième âge et du monde rural sont incluses dans le public cible. Et pour les panélistes, l'éducation se fait par l'exemple. Le compte sur lequel vous devez épargner de l'argent ne devait pas être un compte courant. Il vaut mieux que vous ayez accès à un compte épargne. Et un compte épargne, on ne vous prélève aucun frais. Et donc, vous avez besoin d'avoir l'information pour que vous puissiez faire un choix responsable. Les gens qui construisent une maison, alors qu'ils ne sont pas encore en capacité d'épargner, font des bêtises en termes on va dire de comportement financier. C'est un exemple. Au thème de cette séance, les panélistes espèrent avoir éveillé les participants au bon comportement à avoir vis-à-vis des institutions financières, mais également en termes de gestion des finances personnelles. Il faut toujours travailler à comment faire pour trouver la petite somme à mettre de côté pour pouvoir économiser. Ça s'appelle l'épargne. C'est parce que c'est grâce à l'épargne qu'on peut demain faire de l'investissement. Savoir épargner à travers le principe que j'indique souvent, le 30-20-50, pour dire 20% pour l'épargne, puisque l'épargne doit être constituée comme la première dépense, 30% pour faire face à vos plaisirs si vous voulez, et 50% pour supporter les charges incompressibles de fin du mois, le loyer, l'électricité, etc. Au Bénin, 3 acteurs interviennent dans le domaine de l'éducation financière. L'État, les acteurs privés, la BCEAO, initiatrice justement de cette activité qui entre dans le cadre de la semaine de l'inclusion financière. La commune de Tofor abrite la première foire de l'agriculture. C'est une initiative de l'archidiocèse de Cotonou pour mettre en valeur les productions agricoles de la commune. La cérémonie de lancement de la foire a eu lieu à l'église Saint-Benoît de la localité. Bruno Soali. Des adorations chantées en chœur à l'église Saint-Benoît pour célébrer la fête de la présentation de la Vierge Marie au temple. Cette année, l'événement est doublement célébré en marge des manifestations marquant cette fête religieuse. L'archidiocèse de Cotonou lance la première édition de la foire agricole et de la foi autour du thème « Mission d'évangélisation par les œuvres, faire de l'agriculture un métier valorisant les fidèles dans leur milieu de vie ». Plusieurs pourraient se demander pourquoi l'Église, au lieu de se consacrer à l'évangélisation, croit devoir s'investir dans le secteur de l'agriculture au point d'organiser une foire. Il me revient de répondre à cette question légitime. En effet, l'Église catholique est étroitement solidaire de l'ensemble de la famille humaine et sensible à tout ce qui touche l'homme. 2 phases marqueront le lancement de cette foire agricole. La première fait office de sensibilisation à travers l'homélie. La seconde se déroule lors d'une cérémonie sur le champ de foire. C'est ici l'aboutissement d'un plan d'action mis en place depuis 2 ans. L'organisation de la présente foire s'inscrit dans le plan stratégique d'action pastorale dont l'archidiocèse de Cotonou s'est doté depuis l'année 2017. Et par ce plan d'action pastorale, nous avons essayé de prendre davantage la mesure de la tâche qui est la nôtre. Le choix de Tofor pour abriter la foire de l'agriculture et de la foi cadre avec les réalités de cette commune à forte activité agricole. La commune de Tofor est une des communes essentiellement agricoles. En effet, les 70% de la population vivent de l'agriculture. Les principales filières en promotion sont l'ananas, le maraîchage, l'aquaculture, les œufs de consommation et quelques cultures en diversification telles que
le riz, le maïs et le palmier à huile, etc. Partie pour durer 7 jours, la foire agricole, dès les premières heures d'exposition, draine déjà du monde. D'une foire à une autre, celle de Parakou a été également lancée. Une panoplie d'opportunités s'offre aux artisans et aux commerçants venus d'horizons divers. La cérémonie de lancement a eu lieu à Cotonou pour donner plus de visibilité à l'événement. Awa Chérif, Michel Egbe. Une foire aux 1000 couleurs, aux opportunités d'affaires, mais aussi touristiques. Parakou se veut être une vitrine pour les échanges commerciaux internationaux à travers ce lancement qui se déroule ici à l'Infosec à Cotonou. Sur un espace de 5 hectares entièrement aménagé et bétonné, vous avez plus de 700 stands et diverses animations les soirs, tels que le bal poussière, spectacle géant avec des artistes étrangers, nationaux et locaux. C'est aussi le lieu et le moment de rencontrer les autres nationalités de la sous-région. Niger, Togo, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc. C'est très important d'avoir des événements en mesure de regrouper et de faire la promotion de notre culture, de notre art et que ça y encore. Vous avez notre soutien en tant que fils du terroir et en tant que ministre de la République. De belles opportunités pour promouvoir les produits locaux. C'est aussi une occasion propice pour faire valoir les richesses dont regorge le Bénin à travers cette foire dans la cité des Koboro. Un des objectifs du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est la promotion de nos produits locaux. Et Parakou aujourd'hui se propose en vitrine de ces produits locaux, dont je réitère mes remerciements pour l'organisation de cette foire internationale. Le commerce intérieur est le socle du commerce de tout pays. Et cette belle occasion qui nous est offerte ne sera pas ratée. Nous allons mettre tout ce que nous pouvons, notre présence, notre énergie. Alors l'accompagnement de la foire se fera à différents niveaux. Tout d'abord, nous allons animer. Il y aura de l'animation sur toute la ville de Parakou pendant l'événement. Il y aura des caravanes de mauves qui vont sillonner la ville. Il y aura des stands qui seront déployés sur la foire et dans la ville pour rendre nos produits disponibles. Il y aura aussi 3 grands concerts qui seront organisés dans la ville avec des stars. Plusieurs partenaires ont mis les bouchées doubles pour la réussite de cet événement. C'est donc parti pour des moments de qualité avec les produits made in Bénin à cette foire internationale, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. À l'université d'Abomey-Calavi, la semaine du monde professionnel a démarré. Faire découvrir l'univers des professions aux étudiants, c'est le but de cette initiative des autorités en charge de l'enseignement supérieur. Françoise Nissou et Robert Copin-Idor pour le compte rendu. Je vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition de la semaine du monde professionnel. Et de 7 pour la semaine du monde professionnel, CEMOP. Réunis dans cet amphi, ces étudiants de l'université d'Abomey-Calavi s'informent sur les réalités du monde professionnel. Cette initiative vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Nous avons diagnostiqué le marché de l'emploi, nous avons diagnostiqué le système éducatif. Il faudrait que nous ayons une synergie d'action pour mieux promouvoir l'insertion socio-professionnelle des produits des universités et partenaires et des produits de l'université d'Abomey-Calavi. Le gouvernement, disais-je, dans son ambition d'engager la transformation structurelle de notre économie, a inscrit au rang de ses priorités le développement du capital humain à travers la stratégique numéro 5 de son programme d'action, qui vise à reconstruire et moderniser le système éducatif par l'amélioration d'une nouvelle gouvernance, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'adéquation du système d'enseignement aux besoins du pays et des entreprises, et plus enfin par le renforcement de la recherche scientifique. Cette 7e rencontre que nous organisons entre le milieu professionnel et le milieu universitaire témoigne de l'engagement des deux parties
à jouer leur partition dans le processus de l'insertion professionnelle des jeunes. Échange enrichissant pour ces étudiants qui sont en fin de formation. Nous avons gagné beaucoup de choses parce que nous avons eu des professionnels qui ont parlé de quoi nous avons besoin vraiment. Quelles sont les réalités des entreprises? Parce que nous suivons d'autres formations ici, mais les entreprises présentent une autre réalité. Donc, ils nous informent un peu plus sur le monde réel après les études. Et on nous informe déjà que le marché de l'emploi est pratiquement saturé. Donc, il faut que nous commençons par développer des idées d'entrepreneuriat. La CEMOP, c'est une très belle initiative parce que ça nous apprend sur l'avenir professionnel, comment entreprendre. En tout cas, moi, je suis très heureuse de participer à cette conférence. Au sortir de cette rencontre, cap est mis sur le site qui abrite le village de la CEMOP. Après la coupure du ruban, place à la visite des différents stands. C'est donc parti pour 4 jours d'immersion dans le monde professionnel pour ces étudiants. Recrutés pour le programme pré-insertion, les aspirants au métier d'enseignant de la maternelle et du primaire ont rejoint le département de la Liborie. Les difficultés liées au manque d'enseignants dans ce département pourront ainsi en partie être réglées. Lazare Migan. Ils sont plus de 400 à être déployés dans le département de la Liborie. Ces aspirants au métier d'enseignant envoyés en renfort dans ce département sont très engagés. Lorsqu'on va pour une mission, on se donne les moyens psychologiques en premier lieu. Et après cela, les capacités intellectuelles accompagnent. Donc, moi, je dirais simplement que nous sommes déjà prêts pour servir notre nation. Surtout que c'est dans le domaine de notre vocation, le problème ne se pose pas. Je suis prête. Ça me plaît d'être avec les enfants. Je n'ai jamais mis pied dans la Liborie, je suis contente d'être là. Si on m'envoyait à Malanville, quitter Malanville pour venir ici, signer les papiers, prendre le salaire, tout ça là, moi j'aurais voulu qu'on essaie de nous rapprocher, que ce soit eux qui puissent se rapprocher un peu de nous pour nous aider, tout ça. Je voudrais, c'est une exhortation, c'est une doléance, aidez-nous à ne pas parcourir des distances. On a nos moyens de déplacement, ici on n'en a pas. Pour le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, les doléances seront prises en compte. Vous savez, quitter Segbana pour Kandi, ça fait 100 km. Malanville pour Kandi, c'est également 100. Donc notre unité là ici, c'est pratiquement 100 pour rejoindre Kandi, sauf Gogounou. Vous voyez, donc c'est de cela il parle. Faire en sorte que les difficultés leur soient allégées. Maintenant, avec l'ANPE, nous allons porter cette doléance-là à l'autorité de l'ANPE, le directeur général, pour qu'il puisse voir comment les aider. Compte tenu du rang qu'occupe la Liborie dans les différents examens, ce redéploiement des aspirants va donner un ouf de soulagement au sous-secteur de l'éducation. Sachez, mesdames et messieurs, que les membres de la commission environnement, eau et assainissement de l'ANCB se sont réunis en milieu de semaine à Glasgow. Ils se sont penchés sur les préoccupations relatives à la gestion intégrée des ressources en eau. Ronald Robinson. Près d'1 milliard de personnes encore sans accès à l'eau potable et plus de 2 milliards sans accès à l'assainissement approprié dans le monde, selon le dernier rapport des inégalités en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Les ODD, l'horizon c'est 2030, mais le gouvernement du Bénin s'est donné 2021 pour réaliser l'accès universel à l'eau potable. Ça, c'est une très bonne chose. Nous travaillons ici sur la gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre de cette session, parce que les communes, en tant qu'acteurs publics au niveau local, sont concernées par l'AGI, mais on ne les voit pas tellement sur ce terrain-là aujourd'hui. La gestion intégrée des ressources en eau est au cœur de cette session qui passe en revue son état des lieux au Bénin, des témoignages des communes de Malanville et de Waké, responsabilité des communes dans la réalisation du droit à l'eau et les conclusions d'une étude réalisée sur le bassin du Mono. Les résultats montrent qu'il y a encore une faible appropriation de cette compétence que la loi donne aux communes, mais il y a des succès par endroit. Il y a des accompagnements des PTF qui ont amené des communes à un certain niveau. Donc,
nous voulons essayer maintenant de passer à l'échelle avec d'autres communes qui sont encore un peu derrière. Après s'être déjà penché sur les préoccupations liées à l'assainissement, en mai dernier à Grand Popo, cette commission environnement, eau et assainissement vise à conscientiser les communes sur la nécessité pour elles de mieux s'approprier l'agir, surtout après les conséquences des dernières pluies. Notre volonté est que dans chaque commune, agriculteurs, éleveurs, industriels, ménages, élèves et écoliers, hommes et femmes, personnes vivant avec un handicap ou non, toute personne puisse disposer en quantité et en qualité d'eau dont elle a besoin pour les usages qui lui sont indispensables. Comment faire pour que tous ceux-là l'utilisent raisonnablement, mais ne mettent pas en danger la ressource pour les générations futures? Je voudrais remercier les partenaires qui ont accepté de financer la tenue de la session. En vue de faciliter la mobilisation du financement, cette deuxième session s'achève sur le renforcement de capacité d'un groupe d'acteurs locaux sur les techniques de montage de projets liés au secteur de l'eau et de l'assainissement. Les rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture se sont achevées à Boïcon. Ce festival a été organisé par la Fédération des unions de producteurs du Bénin. Compte rendu. 15 professionnels agricoles sacrés modèles dans leur domaine d'activité à la Journée nationale de l'agriculteur béninois. Ces trophées symbolisent la reconnaissance du rôle fondamental des agriculteurs dans le processus de développement. Ça m'a réjoui parce que quand j'ai commencé en 2001, je ne savais pas que ça allait m'amener jusqu'à ce niveau où je suis retenu comme le meilleur agriculteur de mon pôle. Nous identifions avec l'aide des structures de l'État, les ATDA, les agences territoriales de développement agricole, solliciter leur expertise, solliciter leur bonne connaissance de terrain pour identifier ces professionnels qui évoluent dans nos filières qui ont de valeurs socio-économiques importantes. Depuis l'année dernière, nous avons sélectionné 9, le maïs, le riz, les bovins, le maraîchage, l'ananas, la pisciculture et le palmier à huile. Le thème « Modernisation et compétitivité du secteur agricole, nécessité d'accélération de la transformation durable des exploitations familiales » a mobilisé les membres des organisations paysannes. Touche particulière de cette 4e édition, des tribunes d'échange sur les innovations et savoirs paysans, sur les agriculteurs modèles et même sur la genèse de la FUPRO Bénin en septembre 1994. On a créé ici, avec ceux que vous voyez ici, malheureusement, certains sont déjà morts, comme le premier président Coco. Et chaque année, nous sommes comblés parce qu'on assiste toujours à une réflexion nouvelle. Sur le volet culturel de l'agriculture, 6 courts-métrages parmi les 9 en compétition pour le compte du Festival international de films et de communication sur l'agriculture FIFA sont retenus par un jury de 3 membres présidé par le réalisateur François Okio. Grâce au RICMA, j'ai eu plus d'informations sur l'état agricole béninois et ça m'a permis de m'exprimer, ce qui m'a d'ailleurs donné ce prix. Le premier prix et le deuxième prix dans notre catégorie professionnelle. Parce qu'au niveau du travail que nous sommes en train de faire, au niveau de ProSol, le projet qui s'occupe de la protection et de la réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire, les résultats sont là et parlent. Et c'est un enjeu aujourd'hui et on sait que les sols sont dégradés. C'est une façon pour nous de faire de plaidoyer au moyen de l'audiovisuel pour mieux impacter les cibles, et surtout aussi pour changer le visage de ce que les gens pensent de l'agriculture. L'ERICMA, à travers la foire, favorise également la concrétisation des liens d'affaires entre financiers, acheteurs et professionnels agricoles. La Fédération des unions des producteurs du Bénin, organisatrice de ces événements, est une structure fêtière nationale du réseau des organisations paysannes qui travaillent à la défense de leurs droits et devoirs et au transfert des compétences agricoles. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.